En 2011, le sociologue Pierre Merle établissait un abécédaire des mots issus du politiquement correct sous la forme d'un guide moderne sous-titré « Dico du parler pour ne pas dire ». Dans son dictionnaire, il donne l'exemple du verbe « accompagner », particulièrement présent en politique, repris dans de nombreuses mesures et textes de loi, dans le domaine du social, de la santé, du travail, des droits et de la justice. Il fait remonter son arrivée, dans la langue du politiquement correct, à l'année 1993, quand émergent les fameux plans sociaux d'accompagnement. Joli pour dire qu'on vous accompagne vers la sortie. Il souligne qu'on accompagne également les détenus vers la sortie, plutôt que de parler de réinsertion. Il note que par la suite, on utilisa le mot accompagnement pour désigner une personne veillant un mourant ou une personne en fin de vie. Lors de l'émission Tout le monde en parle, diffusée sur France 2 en novembre 2004, Pierre Merle signale l'usage de la formule suivante, accompagner dans une démarche palliative. Et l'on voit que l'arrivée de ce terme fourre-tout en efface d'autres plus concrets, comme celui de donner des soins palliatifs. L'accompagnement est un mot très utile pour faire passer toutes sortes de réformes, en particulier celles qui ciblent les plus précaires, comme la récente réforme du RSA, qui conditionne son versement à 15 heures d'activité, sous peine de sanctions, voire de radiation. Dans certains départements bons élèves, elle est présentée comme de l'accompagnement rénové, avec des coachs emploi attitrés. Personne n'est à l'abri, pas même les médecins traitants, auxquels la CPAM impose un accompagnement quand ils sont suspectés d'abus de prescription d'arrêt de travail, qualifiés par l'administration d'injustifiés. Bref, c'est pas toujours bon signe d'être accompagné. Selon Pierre Merle, notre époque, à défaut de soutenir, accompagne beaucoup, que ce soit en cas de perte d'emploi, de handicap, dans nos démarches administratives et du début jusqu'à la fin de notre vie. Et pour le soin psychique, n'est-ce pas un peu pareil? L'accompagnement psychologique est largement mis en avant avec les 12 séances du dispositif Mon Soutien Psy auprès de psychologues en libéral. Le mot d'ordre est de se faire accompagner en cas de mal-être. Dans la même lignée, la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement s'engage à garantir une solution d'accompagnement à chaque personne. Tout ceci à condition de disposer du bon diagnostic. Un diagnostic épinglé majoritairement sous le couvre-chef des TND, donc les troubles du neurodéveloppement, qui concernent, selon les chiffres du gouvernement, une personne sur 6 et qui englobe TSA, TDAH, DIS, TSLO et TDI. On multiplie les acronymes pour qualifier l'autisme, les troubles du langage, de l'apprentissage, ceux de l'hyperactivité, du développement intellectuel, mais qui s'y retrouve vraiment? C'est la magie de cette langue moderne à la passion classificatrice, qui ne parle plus qu'en acronymes pour nourrir ses circuits administratifs remplis de cases à cocher. Le diagnostic se fait acronyme, dont un des plus prisés pour les jeunes enfants est celui de TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Un diagnostic dont nous parlera sans doute François Gonon, car il a fait l'objet de nombreuses études dans le champ des neurosciences. Nous souffrons tous de la maladie du siècle la plus répandue, une acronymanie sévère plus ou moins aiguë, qui nous fait utiliser les acronymes de façon intensive. Notre époque moderne en a fait sa marque, son totem organisateur, dans le monde des grandes entreprises, le monde politique, le secteur hospitalier. Il faut bien savoir se ranger et se placer. L'acronymanie est désormais bien installée dans le monde de la santé mentale. Tout le monde est sommé de parler comme ça, car au pays de l'acronymanie, impossible d'accéder aux soins ou aux aides sans son acronyme passeport. On ne dit plus d'un enfant qu'il est tête en l'air, qu'il papillonne, que ça ne l'intéresse pas ou qu'il s'agite sur sa chaise. Non, il a un TDAH, voire il est TDAH. La langue est colonisée par ces nouvelles appellations dont la valeur clinique n'est pas très établie et qui ne prennent pas toujours sens pour les principaux intéressés,
comme pour cet enfant de 8 ans qui déroule sa leçon en parlant de son TDAH. T, c'est pour trouble, D pour d'attention, et il ne se rappelle plus de la suite. Laure Vesser nous parlera après la pause de l'importance du parler bien dans un groupe de parole pour adolescents, à l'opposé du décodage d'acronymes. La santé mentale n'est plus officiellement qu'une affaire de diagnostic et d'accompagnement, l'objectif étant de vous permettre de retrouver, selon la définition de l'OMS de la santé mentale, un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive. L'accompagnement efficace, si j'ose dire, vous remettra sur les rails de l'emploi et vous permettra de renouer avec le succès au travail. L'homme productif est un homme heureux et inversement. Le refrain n'est pas nouveau, le travail, c'est la santé. Nous verrons cet après-midi avec les psychologues de l'ASTI, lors de la table ronde consacrée à la santé mentale face aux transformations du travail, que la productivité est loin d'être univoque, ni le seul paramètre à prendre en compte dans la santé mentale au travail. Alors, saurons-nous dire à la fin de cette journée de quoi la santé mentale est-elle le nom? Ce n'est pas tout à fait sûr, mais ce qui est sûr, c'est que nos invités ont creusé la question pour nous et sont venus nous faire part de leur travail à ce sujet. Anne Steinbach-Ternoir, députée de Haute-Garonne, nous présentera la mission d'information parlementaire sur la santé mentale des mineurs, dont elle a été co-rapportrice avec Nathalie Collin-Osterlé, députée de Moselle. François Gonon nous parlera de son livre « Neurosciences, un discours néolibéral ». L'un et l'autre accordent une place toute particulière à la question des inégalités sociales, qui passent souvent au second plan dans le discours des neurosciences, dans les médias, dans les politiques sanitaires. Le terme santé mentale serait-il le mot politiquement correct pour désigner tout ce qui peut toucher de loin ou de près à la psychiatrie sans en parler vraiment? L'expression santé mentale n'est pas référencée dans le dico du parler pour ne pas dire, mais elle aurait parfaitement sa place dans le dico du parler pour ne pas faire. Et d'ailleurs, ce n'est jamais une bonne nouvelle que de s'inscrire en tant que grande cause nationale. C'est encore le cas pour le thème de l'égalité femmes-hommes, avec un ministère, enfin feu le ministère, qui dispose du plus petit budget, au point que de nombreuses permanences de CIDF, les centres d'information sur les droits des femmes et des familles, tirent la langue, avec un quart du réseau ayant dû fermer des permanences juridiques, et en milieu rural, une trentaine de postes supprimés. On peut espérer que la santé mentale, érigée en grande cause nationale par Michel Barnier, il y a tout juste un an, ne disparaisse pas dans l'affichage des bonnes intentions, au risque d'une grande cause toujours. Un risque majoré avec 3 gouvernements différents en moins d'1 an et la valse des têtes ministérielles qui ne permettent pas d'aller beaucoup plus loin que la tenue des beaux discours. Les discours et leurs promesses, c'est ce sur quoi s'est penché notre premier invité de la matinée de la 4e édition des Assises de la psychologie, le neurobiologiste François Gonon, chercheur au CNRS. Il a tenté de comprendre l'écart et parfois le gouffre entre les promesses de la recherche en neurosciences et ses applications dans les 3 domaines que sont la psychiatrie, l'éducation, la lutte contre les inégalités. Nous le remercions chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et je lui cède la parole.